Salut tout le monde, vous m'avez manqué. Je suis très content de vous revoir. Et pour célébrer mon retour, je vous ai sorti un grand cru. Si vous ne le saviez pas, j'adore le cinéma japonais. C'est grâce aux films de Kurosawa, de Tsukamoto, de Kobayashi et bien d'autres que j'ai compris la richesse du 7e art et que je suis devenu cinéphile. Bien sûr, il n'y a pas eu que ça et je ne me suis jamais limité qu'au cinéma japonais. Encore aujourd'hui, j'essaye de diversifier au maximum la provenance des œuvres, cinématographiques ou non, sur lesquelles je porte mon attention, afin de ne pas me reposer sur mes acquis et de continuer d'élargir mes horizons. Mais le cinéma japonais est indéniablement l'un des plus riches et fascinants qui soit au monde. Le Japon est un pays qui a très rapidement commencé à faire du cinéma après son invention en 1895 et qui a gratifié le monde dans les décennies à venir d'innombrables chefs-d'œuvre ayant marqué à tout jamais l'histoire. Mais malgré mon amour débordant pour les films nippons, je me suis malheureusement trop peu donné l'occasion de parler d'eux jusque maintenant. Pour corriger ça, j'ai décidé de créer un tout nouveau format sur cette chaîne qui existera donc en parallèle des autopsies et d'Obioscope, Kagemusha. Dans cette nouvelle émission, on va parler des grands films du cinéma japonais, expliquer pourquoi ce sont des chefs-d'œuvre et montrer leur influence dans l'histoire du Japon et du cinéma. Et pour bien commencer cette série, il me fallait un titre complexe mais quand même accessible, connu mais pas assez pour pouvoir le faire découvrir à un maximum de monde, bien japonais mais qui touche à l'universel qui caractérise les plus grandes œuvres. Et en ayant ces critères en tête, mon choix s'est immédiatement porté vers un chef-d'œuvre, même si ce mot me semble incroyablement euphémique pour qualifier le banger intergalactique dont on va parler aujourd'hui, le conte de la princesse Kaguya. Alors, je pense franchement que ça devrait être illégal de faire des films comme celui-ci. Pourquoi ? Parce que tous ceux que j'ai regardés après lui ont eu l'air nuls en comparaison, voilà pourquoi. C'est le film le plus cher produit à ce jour par le Japon, ayant nécessité un budget de 49 millions de dollars. 40 ans de réflexion, 8 ans de travail, il s'agit là de l'ultime long métrage du second plus grand réalisateur de Ghibli, qui a travaillé pendant des années sur un dernier chef-d'œuvre qui allait devenir la cerise sur le glorieux gâteau de sa merveilleuse filmographie. De quoi ce film est-il inspiré ? Quel a été le vrai parcours du combattant que Isao Takahata, le réalisateur, a dû traverser pour le mettre au monde ? Et pourquoi est-ce un chef-d'œuvre que vous devez aller voir ? Aujourd'hui, on va s'attaquer à un film d'une profondeur insondable qui tire à balles réelles sur vos sentiments. C'est que du lourd, alors abonnez-vous, mettez la cloche, passez sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et plongeons dans le cœur du sujet après le générique. その人を離れて一人歩きはできん。Je suis un samouraï, j'y vais, hein. Avant de parler du film, attardons-nous sur son sujet, la princesse Kaguya. Ce personnage est issu du conte du coupeur de bambou, une œuvre écrite au cours du Xe siècle qui raconte l'histoire d'un vieil homme, coupeur de bambou, qui durant l'une de ses balades en forêt trouve une petite princesse lumineuse dans une pousse de bambou. Il pense alors que c'est le ciel qui lui a envoyé cette petite fille qui est là pour qu'elle devienne son enfant. Il la ramène alors à sa femme, qui deviennent ses parents adoptifs, les deux n'ayant jamais eu d'enfant après le passé. Et le vieil homme trouve de l'or dans du bambou, dont il se sert pour offrir à sa fille une vie de luxe. Kaguya grandit à la vitesse de la lumière, comme une pousse de bambou, et elle devient très vite une jeune femme d'une grande beauté. Enfin, c'est un euphémisme. Sa beauté est absolument divine, si bien qu'on en parle dans tout le pays. Sa beauté attire l'attention de 5 nobles qui viennent chez Kaguya pour la demander en mariage. Pour choisir son prétendant, Kaguya leur demande à chacun de lui rapporter un objet légendaire et ou extrêmement difficile à trouver. Le bol de pierre de Bouddha, une branche couverte de joyaux de l'île de Horai, un joyau se trouvant au cou d'un dragon, la peau d'un rat de feu de Chine et le coquillage Kori d'une hirondelle. 3 d'entre eux essayent d'escroquer Kaguya en lui apportant des contrefaçons, échouant ainsi à leur épreuve. Le 4e abandonne, terrorisé par un orage qu'il a rencontré en mer, et le dernier meurt en essayant de se procurer l'objet que la princesse lui avait demandé. Mais peu après, l'empereur du Japon vient lui-même voir de ses propres yeux la beauté de Kaguya et il tombe immédiatement fou amoureux d'elle. Il insiste lourdement pour qu'elle devienne sa femme. Kaguya refuse, mais elle et l'empereur gardent des relations courtoises et continuent d'échanger par lettres. Mais elle plonge dans une profonde tristesse pendant l'été à chaque fois qu'elle aperçoit la pleine lune et personne n'arrive à la consoler. Elle finit par révéler à ses parents qu'elle est originaire de la lune et que les Sélénites vont bientôt venir la chercher. Prêt à tout pour la garder près de lui, l'empereur envoie des gardes patrouiller chez elle pour empêcher les Sélénites de la prendre. Mais alors qu'elle descend de la lune, tous les soldats sont éblouis par la beauté des Sélénites, si bien qu'ils en lâchent leurs armes face à ces êtres lumineux. Kaguya doit alors se résigner et elle annonce qu'elle doit retourner sur la lune. Elle laisse sa robe et quelques mots en souvenir, elle boit un peu d'élixir d'immortalité, dont elle joint le reste dans une lettre destinée à l'empereur, et on lui fait enfiler une robe de plumes qui lui fait oublier toute sa tristesse, sa compassion pour les humains et son amour de la vie sur Terre. Quelque temps plus tard, l'empereur lit la lettre et en est profondément ému. Il demande à ses hommes d'aller brûler l'élixir d'immortalité sur la montagne se rapprochant le plus du ciel. L'empereur, ne souhaitant pas devenir immortel, si cela implique de ne jamais revoir la princesse Kaguya.
Cette montagne en question, c'est le mont Fuji, et on raconte que c'est de ce conte et de son élixir d'immortalité que provient le nom de la montagne. Ce conte est l'un des plus anciens et les plus importants de toute la littérature japonaise, et de très nombreuses productions culturelles nippones sont encore aujourd'hui empreintes de son influence. C'est ainsi qu'on voit des versions de Kaguya apparaître dans Touhou, où elle est l'un des personnages les plus populaires de la série, dans Okami ou encore dans Warriors Orochi. Il y a un Pokémon, Amboiselle, qui est directement inspiré de la princesse Kaguya, et elle est aussi présente, plus ou moins directement, dans de nombreux mangas mondialement célèbres, comme Naruto, Sailor Moon ou encore Love is War. On est donc sur un niveau hugolien d'influence et ça rend ce conte très intimidant pour les réalisateurs qui veulent l'adapter au cinéma. Ce qu'on peut comprendre en voyant les tollés qu'ont provoqué en leur temps les adaptations en comédie musicale de Notre-Dame de Paris et des Misérables. Les grandes œuvres ont une aura immense et tous ceux qui essaient de les adapter et se ratent se heurtent à la rage légitime d'une foule en colère. Ce qui explique pourquoi on ne trouve que très peu de films sur Kaguya. Et on peut donc comprendre que Takahata, malgré qu'il soit un réalisateur dont le grand talent était mondialement reconnu, était hésitant à l'idée de réaliser un film adapté de ce conte. Mais heureusement pour lui, et pour nous, il était entouré de plusieurs personnes qui l'ont épaulé tout au long de la production du film pour qu'il se concrétise. Un documentaire a été fait sur la production du conte de la princesse Kaguya, et il montre parfaitement en quoi ce film a été si difficile à produire, même pour les professionnels aguerris de chez Ghibli. Isao Takahata a confondé le studio d'animation avec Hayao Miyazaki, et ils ont tous les deux travaillé sur de nombreux projets ensemble, bien que Takahata ayant fait de son côté certains des films responsables de la renommée du studio. Le tombeau des Lucioles, Pompoko, Souvenir goutte à goutte, vous les connaissez déjà bien. Pourtant, sa carrière d'animateur s'est arrêtée avec Mes voisins les Yamada en 1999. Ce film causa un véritable chaos au sein de Ghibli, car son style graphique tranchait radicalement avec ce que le studio avait l'habitude de proposer, forçant de nombreux employés à apprendre sur le tas de toutes nouvelles compétences. Et après lui, Takahata perdit l'envie de faire des films d'animation. En tout cas, s'il en referait un jour, il savait que ce ne serait pas dans le même style que les Yamada. Bien des années plus tard, pour lancer la production du conte de la princesse Kaguya, le producteur du film, Yoshiaki Nishimura, a dû le convaincre de faire un autre film après Yamada, en lui rendant visite jour après jour chez lui pendant des semaines. Ça lui a pris 18 mois pour qu'il accepte enfin. Et c'est ainsi que Takahata était de retour dans les studios, prêt à repousser les limites de l'animation. Ghibli, n'ayant pas les moyens de produire un tel film, dut ouvrir une nouvelle installation et embaucher plus de 80 animateurs freelance parmi les meilleurs du Japon pour pouvoir faire le film. Ce film a été fait en animation traditionnelle en se basant sur le storyboard de Osamu Tanabe, qui a lui aussi joué un rôle majeur dans la réalisation du film. Le conte de la princesse Kaguya a un style très particulier, le réalisateur ayant voulu un film en animation traditionnelle avec des couleurs assez sobres et des traits faits promptement et presque grossièrement. Ce style permettant, selon Takahata, de créer une animation fluide et passionnée. それをささっとこう今書き留めたらこうなったんだ。ちょっと伸びたかもしれないでもこういう感じだったんだよってさ言うような絵に なってるからね。あの手法が非常に大事なんですよ。その鉛筆がザサッとしてて途切れたりしてるとかね。でそのルンロコシがあるとかね。その未完成。 Mais ce n'est pas tout. Takahata voulait aussi pour son film des décors faits à l'aquarelle. Ce fut extrêmement difficile à réaliser car l'aquarelle ne donne pas de seconde chance. Et si une erreur était faite sur un dessin, il devait être intégralement recommencé. Et en plus de ça, Takahata fit preuve d'un perfectionnisme obsessionnel sur la qualité des dessins et de l'animation. Ayant presque 50 ans d'expérience dans l'animation, il avait en tête tout un tas d'erreurs, d'imperfections et d'opportunités manquées qu'il ne souhaitait pas reproduire chez la princesse Kaguya. Par exemple, dans le tombeau des Lucioles, il y a une certaine scène dans laquelle le protagoniste et sa sœur partagent une pastèque. Et Takahata regrettait encore, bien des années après la sortie du film, que couper ce fruit avait l'air aussi facile. C'est pourquoi, lors de la production de la princesse Kaguya, il montra à son équipe comment couper le fruit qui allait être animé pour qu'elle soit capable de représenter cette action de la façon la plus réaliste possible. C'est pourtant un détail simple qui occupe une toute petite scène sans grande importance dans l'intrigue, mais ce perfectionnisme ne quitta jamais Takahata de toute la production. Le conte de la princesse Kaguya, c'est un film dont toutes les scènes ont été faites, refaites et re-refaites jusqu'à avoir la version parfaite à inclure à l'ensemble. Il faut que même des questions qui auraient été anodines dans d'autres films d'animation, comme est-ce qu'il faut colorer l'intérieur de la bouche dans cette scène pour coller à l'émotion qu'on veut provoquer au spectateur, entraînaient de vifs débats au sein de l'équipe. Chaque détail de ce film a été consciencieusement réfléchi pour qu'il colle aux émotions que Takahata cherchait à envoyer. Et bien sûr, avec un tel perfectionnisme, je ne vous surprendrai pas en vous disant que la sortie du film a été repoussée à de nombreuses reprises. C'est ainsi que le conte de la princesse Kaguya, qui aurait dû initialement paraître en juillet 2013, avec le nouveau film de Hayao Miyazaki, sorti plus tard en novembre de la même année, pour être ensuite distribué dans le monde entier pendant l'année 2014. Et il fut un grand succès critique et commercial. Tout le monde fut unanime sur le fait que c'était un vrai chef-d'œuvre, sauf ce mec, dans le jury des Oscars, qui l'a qualifié de putain de truc chinois que personne n'a vu, sans même l'avoir regardé. Une énième preuve que cette sinistre cérémonie n'a aucune valeur. Mais pourquoi est-ce un chef-d'œuvre ? Je vous l'explique tout de suite.
Jean Cocteau a un jour dit une phrase devenue célèbre. Le cinéma, c'est la mort au travail, la mort au présent. Par là, il voulait dire que le 7e art consistait à filmer l'instant présent, à représenter des moments éphémères qui ne reviendront plus. Et bien Takahata, avec le conte de la princesse Kaguya, a dessiné et animé la mort au travail. Le réalisateur a pris la liberté de recentrer le récit autour de Kaguya et de sa famille. Ainsi, l'intrigue reste similaire dans les grandes lignes. Kaguya est toujours la fille adoptive qu'un vieux couple trouve dans une pousse de bambou. Elle devient une merveilleuse jeune femme en grandissant. Sa beauté attire 5 nobles dont le sort demeure identique. L'empereur du Japon s'intéresse à Kaguya. Elle devient inconsolablement triste pendant l'été et les Sélénites viennent l'arracher définitivement à cette terre qu'elle adore. Cependant, sa relation avec l'empereur est presque intégralement supprimée. Le film s'achève sur le départ de Kaguya au lieu de la scène sur le mont Fuji avec l'élixir d'immortalité. Et le personnage est aussi grandement modifié. Si dans le conte, c'est une princesse assez distante et froide, Takahata fait d'elle une jeune fille qui adore la beauté de la campagne et jouer dans la nature avec son groupe d'amis, inventé pour le film, dont Sutemaru, son camarade le plus proche, avec lequel une romance évidente se dessine. La tragédie, c'est que son père l'arrache à cette vie qu'elle embrasse pleinement pour la mettre dans une vie de noble du Japon médiéval, dans lequel elle ne sera plus qu'une possession pour son mari, devant se conformer à des normes sociales strictes. L'histoire de Kaguya, c'est donc celle d'une jeune fille qui se retrouve arrachée entre deux étapes bien distinctes de la vie. L'enfance, représentée par ses souvenirs de la campagne, et la vie d'adulte, représentée par son père, qui veut la marier et la soumettre au code de la noblesse du Japon. La jeune femme a d'ailleurs un nom différent dans chacun de ces deux mondes. Pendant son enfance, elle est simplement appelée pousse de bambou, et le nom Kaguya lui attribué par un noble en vue de son futur mariage. Ce déchirement douloureux que provoque le passage d'une enfance libre à un âge adulte plein de contraintes est au cœur du conte de la princesse Kaguya, et son style graphique s'adapte aux émotions de l'héroïne. Par exemple, dans cette célèbre scène de fuite où elle s'enfuit de son palais pour échapper aux remarques méprisantes de nobles qui se moquent d'elle, sa tristesse se mute en une sourde colère. Elle n'est plus capable de formuler la moindre pensée concrète, tant elle est offensée, devenant une masse noire informe se mouvant à la vitesse du son, qui va se plonger, l'espace d'un rêve, dans la campagne maintenant ravagée de son enfance. Et le pire, c'est que personne dans le film ne veut du mal à Kaguya, ni ses parents, ni la société, ni les nobles qui veulent l'épouser. Au contraire, le drame au cœur du film a lieu parce que tout le monde veut la rendre heureuse, seulement selon leur propre conception du bonheur, sans même écouter la sienne. C'est là que le film est vraiment juste et très adulte dans son propos. Déjà, car il montre que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais aussi et surtout que dans la vie, on doit abandonner des choses auxquelles on tient pourtant à cause des circonstances. Et ça, qu'on soit une princesse japonaise ou un français moyen de 2024, c'est la même chose. Durant tout le film, Kaguya lutte pour retrouver la tendresse de son enfance, allant chercher dans les rêves son échappatoire. Et même quand cette tendresse lui est rendue, comme lors de sa brève rencontre avec Sutemaru ou son stratagème pour empêcher les nobles de l'épouser, c'est seulement pour lui reprendre, soit en lui faisant comprendre qu'elle n'a plus sa place dans le monde de l'enfance, ou en donnant des conséquences catastrophiques à ses actions. Et pourtant, Kaguya ne devient jamais mauvaise ou haineuse malgré sa condition. Elle demeure, jusqu'à la fin, profondément amoureuse de la vie et aimante envers sa famille, malgré tout le mal qu'elle subit. Je pourrais passer plusieurs heures à citer toutes les qualités de ce film. Je pourrais par exemple vous parler du charme des décors bucoliques faits à l'aquarelle, de sa bande originale, prenante et toujours utilisée de façon pertinente, de son thème principal, que la chanteuse a écrit alors qu'elle était enceinte, les paroles qui parlent de la vie florissante étant alors très vraies, du jeu des doubleurs émouvant, dans la VO comme la VF, mais je tiens surtout à insister sur un point. Ce qu'il faut retenir du conte de la princesse Kaguya, c'est que poursuivre une vie consacrée au paraître et au matériel vous laissera vide, et le film vous encourage plutôt à apprécier la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de fugace, de l'embrasser pleinement, aussi cruelle et injuste qu'elle puisse paraître. Car, quand la grande faucheuse viendra inéluctablement vous chercher un jour, tous les problèmes qui rongent votre vie prendront fin, vos projets seront interrompus, vous retournerez dans le même état de non-conscience de l'être auquel vous apparteniez avant votre naissance, et tout ce qui restera de vous sera le souvenir que vous aurez imprégné dans le cœur des gens qui vous auront connu. Kaguya laisse tout inachevé en retournant sur la lune. Son conflit avec son père, sa romance avec Sutemaru, sa dépression, le traumatisme que lui a causé l'agression sexuelle qu'elle a subie de l'empereur, aucune des sous-intrigues de ce film n'a de vraie conclusion, tout comme il n'y a souvent pas de résolution aux conflits et aux injustices qui peuvent nous arriver. Le plan final du film, une image de Kaguya bébé sur la lune, nous fait repenser à tout ce parcours et nous rendre compte de ce fait. Ses proches, dans le futur, et elle sur la lune, se souviendront surtout de la jeune fille innocente qui s'émerveillait devant la beauté du monde. La vie est précieuse car elle n'est pas éternelle, elle est vaine et n'a de valeur que celle qu'on lui accorde. Mais à sa fin, tout ce qui comptera sera de la quitter en ayant pleinement vécu ses passions. C'est vraiment très intéressant de voir ce qu'on peut obtenir en tordant une œuvre littéraire pour en faire un film. Si on peut facilement voir dans le conte du coupeur de bambou une représentation imagée de certaines philosophies asiatiques, avec des notions de respect de l'ordre naturel et de laisser agir, qui trouvent beaucoup de ressemblances avec le stoïcisme en Occident, Takahata a réussi l'exploit de faire un film très profond, très beau et en même temps très simple, en recentrant le récit autour de Kaguya et de sa famille. Si vous n'aimez pas le cinéma d'animation, c'est un excellent film pour vous faire changer d'avis. Parce qu'un bon film d'animation ou un bon film pour enfants, c'est avant tout
surtout un bon film. Et si vous êtes parent, je pense carrément que le conte de la princesse Kaguya est un indispensable à montrer à vos enfants. Non seulement ils vont passer un super moment, mais ils vont aussi et surtout apprendre que dans la vie, il faut savoir lâcher prise sur des choses qu'on ne peut pas garder et que ce n'est pas grave car l'existence sur Terre a toujours beaucoup de très belles choses à offrir. On est loin de la propagande wokiste de Disney qui crée des hommes-enfants et des femmes pourri gâtées qui sont très exigeantes envers les autres mais laxistes envers elles-mêmes. Et aussi, les films de Hayao Miyazaki ne sont pas du tout les seuls produits par Ghibli qui valent le détour. Le conte de la princesse Kaguya en est un exemple très parlant et c'est aussi et surtout un film que tout le monde devrait aller voir. Il s'agit là de l'ultime chef-d'œuvre d'un maître qui l'a taillé méticuleusement pendant des années pour qu'il soit le meilleur film qu'il aurait pu offrir au monde. Et c'est un vrai trésor qui touche au beau, à l'universel et à la vie elle-même. C'est sur cette note que nous allons clore ce premier épisode de Kagemusha. J'ai beaucoup d'espoir pour ce nouveau format et j'ai tout un tas de sujets passionnants en réserve prêts à vous ravir. Alors dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a donné envie de voir le film, ce que vous avez pensé du montage, en bref, faites-moi part de vos avis dans les commentaires, ils recevront une oreille attentive. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se reverra très bientôt, juste ici, sur cette chaîne.